Sur un circuit californien vont avoir lieu les qualifications pour la Top Fuel Competition. Sur la ligne de départ, 2 dragsters s'alignent. À l'intérieur de celui-ci, Shelly Anderson, l'une des rares femmes à concourir dans cette catégorie. Après les vérifications d'usage, les 2 pilotes sont enfin prêts à s'affronter. Et c'est parti! La voiture de Shelly prend immédiatement la tête, mais soudain à 470 km/h, un des pneus arrière explose, la précipitant dans la rambarde de sécurité. Le véhicule en flammes part alors dans une glissade interminable sur la piste. Immédiatement, les équipes de secours se précipitent pour éteindre l'incendie et désincarcérer Shelly de l'épave. Malgré le terrible accident qu'elle vient de subir, la jeune femme est indemne. J'ai baissé la tête et les flammes me cernaient. Ma minerve avait fondu ainsi que mon harnais de sécurité. J'étais dans une fournaise. J'ai réalisé que j'étais en danger, mais j'ai essayé jusqu'au bout de contrôler ma voiture. Je ne pouvais pas ne pas lutter. Peut-être est-ce cette ultime manœuvre qui a sauvé la vie de Shelly. On ne le saura sans doute jamais. Xuxa est la présentatrice vedette du Xuxa Park, une émission de télévision en public et en direct qui, toutes les semaines, fait des audiences records au Brésil. Le 11 janvier dernier, le show a été vu par des millions de Brésiliens effarés. Effarés car le succès, pour une fois, n'est pas dû à la qualité des variétés proposées. Tout se passe à l'arrière-plan, au fond de la scène, alors que chanteurs et danseurs ne s'aperçoivent de rien. Quand un technicien a ouvert la bulle, tout était en train de brûler. Tout le monde était affolé et partait en courant dans tous les sens. C'était la panique. C'est donc le décor qui a pris feu. Et le début de l'incendie se trouve là, dans cette bulle. On voit apparaître un début de fumée. Et tout d'un coup, derrière, on va voir apparaître quelqu'un qui va commencer à ouvrir. Hop, il ouvre, il commence à éteindre, il y a appel d'air et ça s'enflamme. Le feu couvait donc sous la bulle et malgré le recours à l'extincteur, l'incendie va très vite se propager. J'ai jamais vu ça. Et je pense il y a peu de gens qui l'ont pu le voir parce que ça, c'est vraiment ce que vous m'avez montré, c'est quelque chose que je comprends pas, quoi. J'arrive pas à comprendre comment ça peut arriver. Eh bien voilà l'explication. C'est tout simplement un court-circuit qui est à l'origine du sinistre. Il y a énormément de choses qu'on ne voit pas et qu'on ne peut pas imaginer sur un plateau de télé, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des centaines de mètres de câbles qui courent partout, sous les plateaux, au-dessus. On n'est pas à l'abri d'un court-circuit dans ces kilomètres de câbles. Mais la fatalité n'est pas seule responsable. Le court-circuit n'aurait jamais eu de telles conséquences sans l'usage sur le plateau de ces matériaux du décor. Là, sur les images, il y a quelque part une incompétence et une légèreté au niveau de la sécurité qui est quand même assez flagrante, quoi. Vu la rapidité d'embrasement du plateau, il est clair que les matériaux employés n'étaient pas aux normes. Et la norme est formelle, tout du moins en Europe. Tout matériel utilisé sur un plateau de télévision accueillant du public doit être traité contre l'embrasement. La structure acier n'a pas bougé. Les matériaux utilisés n'étaient absolument pas ignifugés et ça s'est embrasé d'un seul coup. Si c'est pas ignifugé, mais ça flambe à une vitesse grand V. En quelques minutes, le plateau il est ruiné, quoi, c'est évident. Armature en bois, rideaux, sol, panneaux en plastique et même moquette, tout a flambé et rien n'a résisté. Cette chose sur un plateau de télévision ne peut pas être possible en France. Il y a un cahier des charges particulier pour les ERP, les établissements recevant du public, avec des consignes de sécurité qui sont draconiennes. Ces matériaux, que ce soit du style vernis ou peinture, qu'on utilise sur des ossatures, donc des ossatures en bois, au contact du feu, vont prendre un aspect de meringue et vont devenir retardateurs de feu pour le support qui est en dessous. La propriété de tous les matériaux, c'est se consument mais ne flambent pas. Ainsi, sur un plateau de télévision en France, tous les équipements, accessoires et éléments de décor sont à l'abri des flammes, contrairement au Brésil, où par ailleurs, l'évacuation du public et des figurants, dont un grand nombre d'enfants, s'est déroulée dans de piètres conditions. Les pompiers présents sur le plateau auraient été dépassés. Les issues de secours et trappes de désenfumage n'ont pas fonctionné idéalement. Finalement, on déplorera l'hospitalisation de 14 personnes. Bien évidemment, l'enquête en cours déterminera les responsabilités de chacun, mais il y a déjà fort à parier qu'au Brésil, les conditions de sécurité sur les plateaux de télévision vont totalement être réformées.
Omac. Depuis 1935 s'y déroule chaque année la Suicide Race, une course au cours de laquelle les cavaliers doivent dévaler une pente de 69 mètres, plongeant dans la rivière, puis franchir cette dernière et atteindre la ligne d'arrivée, située à quelques mètres au centre d'une arène. Cette manifestation réunit tous les Amérindiens du comté. Jacques Miller nous explique leur motivation. C'est un événement sportif incroyable lorsque vous avez la chance d'y assister. C'est fascinant et aussi très excitant. Lorsque la course est terminée, vous n'avez qu'une envie, recommencer. Au signal, les cow-boys et leurs montures s'élancent. Après avoir franchi le plateau, ils entament au galop la descente infernale. Mais en plein milieu, l'un des concurrents, Aaron Carden, est désarçonné par son cheval. Il part alors dans une roulade incontrôlée et ne peut éviter les sabots des autres animaux lancés à vive allure. Rapidement, c'est un véritable carambolage sur la rive. Plusieurs cavaliers sont à terre, mais leurs chevaux, eux, continuent leur course. Immédiatement, les secours se précipitent pour s'occuper d'Aaron. Le jeune homme a plusieurs côtes fêlées. J'étais blessé et j'avais très mal. Et surtout, j'avais envie de remonter en selle pour prouver à tout le monde que j'étais capable de gagner. Un courage à toute épreuve qu'Aaron Carden pourra démontrer lors de la prochaine Suicide Race. Le caméraman Gary Higgins couvre la dernière épreuve du triathlon de Lafayette dans l'Indiana. Pour obtenir les meilleures images de l'arrivée, il a dû se résoudre à monter à bord d'un hélicoptère. C'est un véritable challenge pour Gary car il souffre d'aréoacrophobie, ce qui signifie qu'il a une peur panique de prendre l'avion. L'œil rivé sur son objectif, il tente de se concentrer et filme les premiers athlètes qui déploient des efforts démesurés pour franchir les derniers mètres. Mais soudain, l'appareil part en vrille et perd de l'altitude. Le crash est alors inévitable. La chute de l'hélicoptère a heureusement été amortie par une maison. À l'intérieur de l'appareil, Gary et le pilote sont toujours conscients. Immédiatement, plusieurs témoins se précipitent vers l'épave et tentent d'extraire les deux passagers. Puis c'est au tour des pompiers d'arriver sur les lieux. Les dégâts sont impressionnants, mais le bilan humain est tout simplement miraculeux. Gary nous raconte ce tournage qui a viré au cauchemar. J'étais en train de filmer l'arrivée et il y a eu un bruit bizarre à l'arrière de l'hélico. Le genre de bruit que les gens qui, comme moi, ont peur de voler, détestent entendre. Puis soudain, on a perdu de la vitesse, on a commencé à tournoyer dans le ciel et on a commencé à tomber. On a d'abord percuté le toit de cette maison, on a détruit la véranda et après on s'est crashé au sol. Beaucoup d'essence s'est déversée sur moi. Les gens sont arrivés aussitôt pour nous aider à sortir de l'hélico, mais ils ont eu du mal car ma ceinture de sécurité était coincée. Gary, à l'instar du pilote, n'a gardé aucune séquelle de cet accident, si ce n'est que sa peur de voler s'est encore renforcée. Je ne suis jamais remonté à bord d'un hélicoptère, mais j'ai dû prendre une fois l'avion et dès que j'entendais un bruit bizarre, je me disais « Oh non !» Nous sommes sur un plan d'eau à Norriston, en Pennsylvanie. Comme chaque année s'y déroule une course de hors-bord, son originalité, relier un point à un autre en ligne droite le plus rapidement possible. Les bateaux viennent de s'élancer et atteignent déjà une vitesse proche des 140 km/h. Soudain, le hors-bord conduit par Jim McMaster et Steve Barrett percute une vague. Les deux hommes sont éjectés et ce qui suit est tout simplement incroyable. Le pilote du bateau juste derrière a été aveuglé par les éclaboussures d'eau, a foncé droit sur l'embarcation accidentée et est monté sur elle. Fort heureusement, les sauveteurs récupèrent immédiatement Jim et Steve. Les deux hommes sont indemnes malgré la violence de leur plongeon. Comme nous étions très nombreux, beaucoup de vagues se sont formées. Nous avons passé sans problème les premières et nous étions plutôt bien placés. Mais soudain, on a piqué du nez, on s'est arrêté brutalement et on a été éjecté. Tout a été très rapide, mais je suis resté conscient. Il y a eu un boom et c'était fini. La course s'est terminée subitement pour Jim et Steve, mais aussi pour le second équipage. Ce jour-là, ils ont été 4 à être disqualifiés, bien malgré eux.
Le massif de San Juan dans le Colorado est une destination idéale pour les amateurs d'aventure et de paysages spectaculaires. Nous sommes en plein cœur de l'été et la famille Dilley et ses amis ont décidé de découvrir la région en 4x4. Parfois, leur balade se transforme en véritable parcours du combattant car le terrain est très accidenté. Parvenu sur le versant de Blanca Peak, Dan Dilley semble avoir des difficultés à franchir un obstacle. Un rocher lui pose problème, il va donc falloir manœuvrer avec précision. Après plusieurs tentatives, il demande au reste de la famille de sortir du véhicule pour effectuer une marche arrière délicate. Mais alors qu'il commence à reculer, le 4x4 bascule brusquement et commence à dévaler la pente. Après plusieurs tonneaux, il s'immobilise enfin. Heureusement pour Dan, il a été éjecté immédiatement. Comme j'étais sorti de la voiture plusieurs fois auparavant, je n'avais pas rebouclé ma ceinture de sécurité. Si je l'avais fait, j'aurais dégringolé la pente et je déteste imaginer ce que j'aurais subi. Et en revoyant la dégringolade infernale et en constatant les dégradations du 4x4, on réalise que ce jour-là, Dan Dilley a eu beaucoup de chance. Quant à la voiture, elle ne pourra rouler à nouveau qu'après d'importantes réparations. Nous sommes dans les eaux du Queensland, une partie de l'Australie très fréquentée par les baleines à bosse. Il faut savoir qu'il y a à peu près une dizaine d'espèces différentes de grandes baleines. La baleine à bosse est une de ces espèces. On la trouve dans presque toutes les mers du monde. Elle fait à peu près une quinzaine de mètres de longueur, 25 à 30 ou 35 tonnes. Autant dire que la baleine à bosse ne craint pas grand-chose. Les baleines sont tellement grosses, tellement costauds, que dans la nature, elles n'ont quasiment pas de prédateurs. Une baleine de 30 tonnes comme la baleine à bosse n'a pas d'ennemis. Sauf les filets placés par les hommes pour empêcher les requins de s'approcher des côtes australiennes. Malheureusement, ce jour-là, ce n'est pas un squale qui est fait prisonnier, mais un bébé baleine de 1 an. Normalement, les baleines ont des organes d'essence qui leur permettent de détecter les filets. Mais quand les eaux sont un peu troubles comme ici, et quand la mer est un peu formée, eh bien, elle ne les détecte pas à temps, elle se jette dedans. Témoin impuissant et désespéré de cette prise au piège, la mer. Mais que venait donc faire cette maman et son petit si près des plages? Ces baleines à bosse se reproduisent sur la grande barrière de corail d'Australie, en face du Queensland, à l'endroit exact où ces images ont été tournées. Et dans le Queensland, justement, comme un seul homme, des dizaines d'Australiens se sont jetés à l'eau pour secourir le baleineau. Il voulait prendre le large, mais les vagues le ramenaient constamment vers la côte. C'est très difficile d'arriver à temps. C'est très difficile de les en extraire, ces pauvres animaux prisonniers, parce qu'ils sont extrêmement lourds et on n'a pas beaucoup de moyens. Et c'est très difficile de les maintenir en vie, parce qu'ils ont tendance à paniquer et ils ont tendance à faire, pour ainsi dire, des arrêts cardiaques inexpliqués. Première mesure d'urgence donc, libérer l'animal des filets. Mais la baleine, épuisée après tant d'efforts pour tenter de retrouver la liberté, est toujours ensablée, et c'est là le principal danger. Elles sont conçues pour être dans la mer. Et leur cage thoracique, quand elle n'est pas portée par l'eau, a tendance à se tasser. Elles sont trop lourdes, elles se tassent sur elles-mêmes. Et à ce moment-là, elles ne peuvent plus respirer parce que leur poitrine se coince littéralement. Et en plus, si on attend trop et que la mer descend davantage, à ce moment-là, le soleil tape et la peau n'est pas protégée, elle est complètement brûlée, se craquelle et les dégâts à ce moment-là sont irréversibles. Il faut qu'il puisse respirer. Il est en vie, mais il n'a plus beaucoup de force. C'est une question d'heures, et une question même peut-être de minutes à partir d'un certain moment. Il faut faire très vite pour que le baleineau puisse retrouver dans de l'eau suffisamment profonde une portée, une poussée d'Archimède qui lui permette à nouveau de respirer normalement. À bout de souffle, à bout de force, la petite baleine semble trop diminuer pour repartir vers le large. On essaye tous de le pousser, mais il est coincé. Il n'y a rien à faire. C'est un animal qui pèse 10-15 tonnes. Et là, on peut se mettre à 50 et essayer, et on ne bouge pas. Le frottement sur le sable interdit qu'on arrive à le bouger. Dernière chance, dernier espoir de sauver cette baleine, le tractage. Un harnais est installé, un bateau va essayer de le remorquer vers le large. Tout, absolument tout, a été tenté. C'est une telle splendeur, une telle masse, une telle puissance et en même temps l'harmonie de la nage, la douceur avec
lesquels ces animaux se déplacent près de nous qu'on se dit non, on ne va pas être responsable de l'extinction de ces animaux et donc on a à cœur d'aller les sauver. La foule retient son souffle. Angoissé, le public va alors assister à un dénouement heureux. Après 7 heures d'effort, le baleineau a enfin retrouvé sa mère. Après un ultime salut, comme un remerciement, maman et son petit ont regagné le large. Ce cascadeur, c'est Super Joe Reed. Depuis 20 ans, il accumule les records et son palmarès est spectaculaire. Sa spécialité, franchir des obstacles impressionnants à moto. Ce soir, il est à Las Vegas pour relever un nouveau défi sur le toit d'un casino. Il va devoir tout d'abord s'entraîner sur la terre ferme. Plusieurs badauds, piqués par la curiosité, se sont massés derrière les barrières de sécurité et assistent aux répétitions. Toute l'équipe est très confiante. Ce petit saut n'est qu'une formalité pour Joe. Ce dernier s'élance à 80 km/h, mais soudain... Après avoir décollé sans problème, Joe a percuté de plein fouet le tremplin sur lequel il était censé atterrir. Le choc a été aussi violent qu'inattendu. Stupéfait, ses assistants se précipitent pour lui porter secours. Joe est conscient mais sérieusement blessé à la mâchoire. Il faut le transporter d'urgence à l'hôpital. Couché sur le brancard, le cascadeur a tout de même la force de saluer son public. Quelques semaines après l'accident, Joe explique à un journaliste pourquoi cette répétition a mal tourné. Au moment où je me suis élancé, j'ai cru voir un homme sortir de la foule et s'approcher du tremplin. C'était en fait le caméraman. Cela m'a déconcentré et quand on effectue ce type de cascade, il faut toujours être très concentré. Au ralenti, on voit parfaitement que le caméraman était beaucoup trop près de la rampe de décollage. De toute ma carrière, je ne m'étais jamais rien cassé. Et là, en un saut, j'ai eu 15 fractures. Sa mésaventure de Las Vegas n'est plus qu'un mauvais souvenir et aujourd'hui à Los Angeles, c'est son grand retour. Joe s'est lancé un défi encore plus fou, franchir à moto les 20 mètres qui séparent ces deux immeubles de 14 étages. Des caméras sont installées à tous les angles stratégiques. Attention, c'est parti! Le saut est parfait mais l'atterrissage est brutal. Heureusement, tout est prévu. Un filet de sécurité a été tendu et l'empêche de tomber du toit. Son équipe se précipite pour l'aider à se relever. Joe est étourdi mais il va bien. Quelques secondes plus tard, il repart fêter son nouveau succès et accorde une première interview. Dès l'instant où j'ai quitté la rampe, j'ai su que c'était gagné. Et je savais également que j'allais beaucoup trop vite. J'ai atterri au milieu du toit et j'ai dû décélérer en 1/10 de seconde. Si je n'avais pas eu ce réflexe, je serais passé par-dessus le filet et je me serais écrasé 14 étages plus bas. Grâce à ce saut, Super Joe Reed a établi un nouveau record du monde. Belle revanche. Nous sommes en Norvège où les meilleurs athlètes du monde sont réunis pour une compétition internationale. Parmi les épreuves en lice, le lancer de javelot, l'un des sports les plus anciens. Le javelot, ça a été utilisé en compétition dans l'Antiquité. Il faut dire aussi qu'on a repris un peu les manières de nos ancêtres, parce que nos ancêtres, ils allaient quand même à la chasse, ils chassaient justement avec des javelots, mais avec des lances. Des javelots qui ont aujourd'hui des mensurations invariables. La longueur du javelot est de 2,60 m. Le poids, 800 grammes. 800 grammes à bout de bras propulsés par des colosses. Résultat des lancers qui dépassent les 80 mètres et atteignent des vitesses vertigineuses. Ça se situe autour de 200 km/h. À cette vitesse, les 4 juges qui officient sur l'aire de lancer se doivent donc d'être vigilants. Le juge, à l'arrivée du javelot, c'est lui qui doit décider de valider ou non le lancer du javelot. De temps en temps, le javelot peut planer et glisser et ne pas se planter. Ils sont là pour prendre la marque. Il faut qu'ils fassent ça précisément. C'est pour ça qu'ils se rapprochent de là où va tomber le javelot. Au plus près donc de la chute du javelot, mais parfois trop près. Regardez où va atterrir ce jour-là à Oslo, le lancer du Finlandais Rui Alokanen. Il faut savoir qu'un javelot lancé à 85 mètres, il met quelques secondes pour atterrir au sol. Donc à un moment d'inattention, et c'est la catastrophe. Dans le stade, c'est l'effroi. Sur la piste, un juge arbitre vient d'être transpercé de plein fouet par un javelot. Mais comment l'officiel a-t-il pu être frappé ainsi? Il y a plusieurs hypothèses. Il n'a pas eu le temps de se dégager. Soit il est ébloui par les lumières des spots,
ou soit il était simplement intentionné par les coureurs qui sont autour. Il existe un autre facteur perturbateur. Le vent joue énormément sur la trajectoire du javelot. Il peut dévier de plusieurs mètres latéralement. Alors, faute d'inattention, de concentration, d'appréciation surtout. De côté, c'est quand même long, mais quand le javelot lancé arrive dans l'axe, ça fait qu'un point. On voit seulement le point. Difficile dans ces conditions de suivre dans le ciel cette minuscule pointe d'acier qui, là, termine sa course dans le bras du juge. Le fait qu'il ait retiré lui-même le javelot, c'est déjà un bon signe. Ça veut dire qu'il est lucide et que ça n'a pas touché le thorax. À quelques centimètres près, il touchait le cœur. L'arbitre en est quitte pour une grosse plaie et une grande frayeur. En revanche, paradoxalement, cela risque d'être beaucoup plus dur pour l'athlète. Un lanceur qui envoie son javelot sur quelqu'un et qui le blesse, il y a des chances qu'on ne le revoie plus dans les meetings suivants. Ça brise une carrière. Fort heureusement, peu de carrières ont été brisées à la suite de ce genre d'accident. Car voilà, ils sont rarissimes. Ils sont 5 hommes au bord de ce marécage. 5 hommes perplexes devant l'eau stagnante dissimulée par une abondante végétation. Au milieu des feuilles, on distingue la tête d'un cheval. L'animal ne parvient qu'à grand-peine à maintenir ses naseaux à la surface. Nul ne sait comment il est arrivé là, mais une chose est sûre, il faut agir vite, car l'animal risque la noyade. À l'aide d'un pneumatique arrimé à une corde, l'un des hommes tente de se frayer un chemin jusqu'à lui. Parvenu à sa hauteur, il lui passe un nœud coulant autour de l'encolure. C'est maintenant à ses acolytes de tirer jusqu'à eux l'animal, aidé dans leur tâche par un tracteur. Une manœuvre difficile et stressante pour la jument. Malgré son épuisement, elle offre une certaine résistance et ne facilite pas ainsi le travail de ses sauveteurs. En se débattant, elle parvient à se débarrasser de son licol. Tout est à recommencer. Mais les hommes ne se découragent pas et ils réitèrent aussitôt l'opération. Encore quelques efforts et ils arrivent enfin à rapprocher le cheval de la terre ferme. Mais il a toujours le corps totalement immergé dans l'eau boueuse. Après lui avoir laissé quelques secondes de répit, les sauveteurs lui dissimulent la vue pour ne pas l'effrayer davantage. L'animal, à bout de force, ne témoigne plus désormais de la moindre rébellion et s'est couché sur le flanc qu'il est enfin libéré de son piège. Un piège dont, sans l'aide des hommes, il n'aurait jamais pu s'échapper. Quelques mots rassurants, quelques caresses, quelques minutes de repos, et il parvient, au grand soulagement de tous, à se redresser sur ses jambes. Une équipe de cinéma mexicaine tourne une scène sous-marine dans le sud du Pacifique. À cet endroit évoluent de nombreux requins. Justement, le réalisateur Ramón Bravo a bien l'intention de se servir d'eux. Les caméras sont installées et filment le balai incessant des squales. Des animaux impressionnants, mais a priori inoffensifs. Un des moments du film, c'est la baignade insouciante de 2 personnages dans des eaux infestées de requins. Mais les prédateurs ne sont pas assez nombreux au coup de Ramón. C'est pour cette raison que des carcasses d'animaux fraîches leur sont jetées en pâture. Un requin de belle taille s'en approche et saisit l'appât. C'est alors que Ramón, qui observe la scène à quelques mètres, est attaqué par un autre squale, excité par l'odeur du sang. Fort heureusement, il parvient à le faire fuir et à rejoindre le bateau, aidé par ses amis. À ce moment précis seulement, il réalise qu'il a été mordu. Lorsque j'ai vu le sang couler sur ma main, j'ai compris qu'il y avait quelque chose d'anormal. J'ai alors enlevé ma combinaison et j'ai constaté que j'avais une profonde entaille au bras. Et pourtant, je n'avais rien senti. Ces images tournées il y a plus de 20 ans démontrent la gravité de l'attaque. Je suis quand même resté 5 heures sur la table d'opération et j'ai tout de même eu 54 points de suture au bras. Ramón Bravo a paradoxalement gardé un bon souvenir de ce tournage. Son film a été un grand succès. De grandes étendues de neige vierge, des paysages de rêve, le freeride est né d'une pratique, celle qui consiste à dévaler les pentes hors piste avec pour seul objectif le plaisir. Le but
plus du ski, c'était du freeride. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de piste banalisée, il n'y avait pas de machine pour damer les pistes, c'était du freeride absolu. Aucun piquet pour baliser les trajectoires, aucune figure imposée, aucun chronomètre pour calculer le temps des skieurs. En un mot, la liberté, glisser en toute sécurité. Il existe un circuit international où une soixantaine de compétiteurs originaires d'Europe, des États-Unis ou d'Australie s'affrontent. Ce sont de véritables professionnels. Ils s'entraînent, ils connaissent la montagne, ils connaissent leurs limites, ils prennent des risques contrôlés, comme un pilote de Formule 1 ou comme un descendeur en ski alpin. Il y a très peu de kamikazes. Je ne me considère pas du tout comme un fou furieux. Je ne sais pas si c'est une preuve ou pas, mais je ne me suis jamais blessé, je ne me suis jamais rien cassé, jamais un genou, jamais un dos. J'ai seulement cassé 2 côtes, c'est en jouant au hockey, c'est pas du tout avec mes skis. Lui, c'est le meilleur du monde. Guerlain Chicheri a tout gagné en freeride. Il est systématiquement sur la plus haute marche du podium. À 23 ans, ce Parisien qui habite Tignes depuis sa plus tendre enfance est fougueux, mais prudent. À aucun moment, j'ai le doute de me dire j'ai un risque de me faire mal. Si j'ai un risque de me faire mal, je le fais pas. Ce n'est certainement pas le cas de Patrick Carlan, qui à Kirkwood, aux États-Unis, est en lice dans une épreuve qui réunit l'élite des skieurs américains. Au pied de cette barre rocheuse, c'est la chute infernale. Les sauveteurs sont arrivés et ils m'ont dit de ne pas bouger. Et je leur ai répondu, ne vous inquiétez pas les gars, je ne peux absolument rien bouger. Patrick a donc dévalé ainsi plus de 300 mètres d'une pente parsemée de rochers et incliné à 45 degrés. 45 degrés, pour s'imaginer, à pied, pour monter, il faut se servir des mains. Autant dire que pour Patrick, la situation est plus que délicate. Mais comment s'est-il retrouvé dans cette position? On voit là où il saute en réception. On voit que c'est très dur, il rebondit. Ça l'accélère. S'il y avait eu de la poudreuse, il serait arrêté. Comme c'est presque vers glacier, il prend de la vitesse et il va jusqu'en bas. Je considère que c'est le plus grand danger sur l'organisation d'une compétition, c'est la neige dure. Donc c'est assez évident, hein. C'est parce que quand on tombe sur la neige dure, on rebondit comme une balle de ping-pong. Hein. Mauvaise neige, certes, mais mauvais choix de Patrick également. En freeride, la seule contrainte, c'est la trajectoire. Choisir la meilleure ligne dans la montagne pour relier le point de départ au point d'arrivée. Et ce sont 5 juges qui évaluent la descente. Seule la chute est alors éliminatoire. Je comprends pourquoi les gens font les chutes du Niagara en raft. C'est très drôle de rebondir. Car il faut savoir que je suis resté conscient les 3/4 de la chute. Là, j'essaye d'attraper des buissons pour m'arrêter. Après, j'ai percuté les rochers avec ma tête car mon casque a été éjecté et j'ai perdu connaissance. Mais quand Patrick s'arrêtera-t-il? Facteur aggravant, l'Américain a depuis longtemps déchaussé. Il ne peut plus rien faire parce qu'il n'a plus de frein, entre guillemets, pour arrêter sa chute. J'aime pas perdre mes skis. C'est-à-dire que dans une pente où je tombe, j'essaie toujours de me rétablir sur les skis pour pouvoir m'arrêter. Donc les skis sont très importants pour pouvoir reskier derrière. Pour lui, aujourd'hui, c'est impossible. Au terme d'une interminable chute, Patrick s'immobilise. On craint alors le pire, mais grâce à sa protection dorsale obligatoire et au casque qu'il a longtemps préservé des rochers, ce skieur ne passera que 3 petites semaines à l'hôpital. Le bilan, talon d'Achille fracturé, visage tuméfié, vertèbres cervicales déplacées, c'est-à-dire pas grand-chose au regard d'un tel accident. Quand je regarde les images, quand je vois aussi les conditions dans lesquelles ils ont fait la compétition, moi je pense que j'aurais pris l'initiative de ne pas sauter, de peut-être même ne pas courir la course. Patrick Carlan a payé au prix fort cette soif de liberté, mais ne comptez pas sur lui pour renoncer. 6 mois après cette chute, il était de nouveau au sommet de la montagne, planche aux pieds. Nous sommes en Afrique australe, région aride par excellence, où résident massivement les suricates. Le suricate, donc, c'est un animal qui appartient à la famille des mangoustes. Il ne fait pas plus de 30, on va dire 40 cm de haut une fois qu'il est dressé sur ses pattes. Donc c'est un animal qu'on va retrouver en Afrique du Sud, on va dire généralement. Hein. On va le retrouver Botswana, Namibie. Petit mammifère, le suricate vit le plus souvent en groupe. Les groupes sont constitués dans la nature de 10 jusqu'à 30 individus généralement. Dans ce groupe, il y a plusieurs mâles adultes, plusieurs femelles adultes.
les jeunes qu'ils ont eus et les derniers nés, on va dire. Et dans ce clan, chaque individu a un rôle bien précis. Première mission confiée à certains, trouver de la nourriture pour la tribu. Le suricate est un petit carnivore, mais qui va se nourrir plutôt d'insectes, donc coléoptères, scarabées, de mille-pattes, de petits reptiles. Tout le monde s'entraide, tout le monde vit ensemble. Une fois qu'une chasse est réussie ou qu'on a réussi à faire fuir un ennemi, ils vont tous se regrouper, se gratter, se lécher, se congratuler en fait. Mais pendant que les uns creusent à la recherche de leur repas, regardez ce que font systématiquement et de manière caractéristique les autres. Il ne peut pas effouiller dans le sol, la tête dans la terre et scruter les alentours pour voir si un danger peut survenir ou pas. Donc ce qui se passe, c'est que dans le groupe, il y a toujours un guetteur qui va se mettre à un point haut dans le coin et qui va pouvoir jeter un coup d'œil sur tout ce qui se passe, on va dire, à 100-200 mètres à la ronde. Voilà pourquoi les suricates sont surnommés les sentinelles du désert. Les prédateurs du suricate, il y a tous les prédateurs terrestres, déjà les chacals, les lions, les panthères. Mais sinon, le plus grand danger, ce que redoute le plus un suricate, c'est les dangers du ciel, c'est-à-dire les rapaces. Et pour contrer les attaques de rapaces, le suricate se trouve toujours à proximité d'un terrier. Il en possède plusieurs répartis sur son territoire afin de s'assurer un refuge en cas d'agression. Ainsi, sa vue est la première de ses armes. C'est un animal qui a une vue vraiment incroyable, des choses qu'un humain ne pourrait pas repérer. Il les a déjà repérées parfois à plus de 500 mètres de distance. Il a repéré quel était le prédateur, quel était le rapace qui venait du ciel. Il sait quelle espèce c'est. Il sait si c'est dangereux ou pas. Autre atout, sa queue. Le guetteur, en fait, va se redresser, va essayer de se rendre le plus grand possible. Donc, il va se redresser sur ses pattes arrière. Il va se servir de sa queue comme un troisième membre, on va dire, pour faire trépied, pour être vraiment bien stable. Là, il se met à des hauteurs parfois qui peuvent atteindre 4 mètres de haut dans certains arbres. Donc, s'il n'y a pas si haut, il va se mettre dans des buissons ou sur des dunes. Sa queue, la vue, mais le suricate dispose encore d'un attribut de défense capital. Le suricate a vraiment un système de communication très très élaboré, c'est-à-dire qu'il pousse différents cris. Il y a le cri de contact rassurant, permanent. Il y a les cris que pousse le guetteur aussi pour rassurer, pour dire « je surveille, ne vous inquiétez pas ». Il y a les cris selon le prédateur. Je dirais si c'est un prédateur terrestre, style un aigle battleur, on va pousser tel cri. Si c'est un aigle martial beaucoup plus dangereux, on va pousser un autre cri et en intensité aussi ça va changer. Donc ils ont une communication auditive très très importante. Le suricate est donc parfaitement armé pour se défendre. Mieux, il est d'une rare efficacité lorsqu'il attaque. Premier exemple avec l'un de ses mets préférés, le scorpion. Ni les pinces, ni le dard venimeux de la bête n'inquiètent notre suricate. D'un coup de griffe, le scorpion est achevé, avalé. Autre menace sérieuse, le serpent, plus précisément un cobra. Les suricates, eux, ne sont nullement effrayés. Le suricate ne craint pas les venins, donc le venin de serpent. Je crois qu'il peut résister à une dose 6 fois supérieure à celle qui tuerait un lapin, en fait. Il résiste au choc, sans problème. Les suricates ont ainsi esquivé toutes les tentatives de morsure. L'honneur, la vie et le territoire ont été préservés. Désormais, l'heure du repos a sonné pour le groupe, à l'exception d'un représentant du clan. Toute la nuit, une sentinelle va guetter. Voici Kevin Rubio en jaune sur votre écran. Aujourd'hui, sur le circuit de Costa Mesa, ce jeune pilote participe à une compétition de moto tout à fait particulière. Sur une piste ovale en terre longue de 300 mètres, les concurrents doivent effectuer 4 tours. La difficulté, leurs deux roues n'ont pas de frein. Et pour négocier les virages, ils doivent déraper. Des dérapages à haut risque. Kevin a perdu le contrôle de sa moto et en pleine accélération, il a percuté la rambarde de sécurité. Projeté au milieu des gradins, il gît inconscient, sous les yeux de sa compagne. Il était allongé et ne bougeait plus. Je me suis demandé s'il était mort ou paralysé. Mais Kevin est seulement étourdi. Quelques minutes plus tard, il se relève avec de simples contusions. Lucide, il reconnaît son incroyable chance. C'est vrai qu'à quelques centimètres près, ma tête aurait pu heurter les barres métalliques des gradins et ça aurait pu être fatal.
Malgré cet accident terrifiant, Kevin Rubio a repris rapidement l'entraînement. Il n'est nullement question pour lui d'arrêter la compétition. Placide et débonnaire, l'éléphant de mer a une bouille attendrissante. Après avoir été menacé d'extinction il y a fort longtemps, il est aujourd'hui massivement représenté. C'est un animal qui est très commun puisqu'on dénombre plus de 700 000 individus, voire même plus. C'est un phoque qui vit soit dans les régions antarctiques et puis une autre espèce qui vit dans le Pacifique, en Californie jusqu'en Alaska. 3 mètres de long pour 3000 kilos. L'éléphant de mer a un très gros appétit. L'éléphant de mer a un régime qui est basé principalement sur des céphalopodes, des calmars, des seiches. Et par conséquent, on n'a aucune raison de venir en centre-ville pour chercher quoi que ce soit. Et pourtant, voilà ce qu'ont découvert un beau matin sur le parking du village les habitants de Gisborne, en Nouvelle-Zélande. Les Néo-Zélandais ont l'habitude de voir ces animaux puisqu'ils viennent se reproduire sur le littoral. Ces animaux vivent en harem, donc se regroupent en quantité importante. Par contre, les voir, comme c'est le cas ici, sur une place d'un village, c'est quelque chose quand même d'assez rare. Rare et impressionnant, car ce mâle de 2 tonnes qui s'est égaré est totalement paniqué. Et voilà le résultat. Cet éléphant de mer est plutôt un animal qui est perturbé, qui est affolé et qui a un comportement qui systématiquement en fait cherche à se trouver un agresseur potentiel à travers des personnes ou à travers des objets qu'il trouve dans la rue. Cet animal s'en prend donc à tout ce qui se trouve sur son passage. Alors comment expliquer une telle agressivité? Cet animal est en pleine activité sexuelle, c'est-à-dire qu'il a le comportement d'un mâle adulte qui cherche à se battre avec un autre mâle pour conquérir une petite zone de littoral qui va lui servir à constituer son harem. Le problème, c'est qu'il est en train de faire ça contre des voitures ou contre du mobilier urbain. Il a endommagé 3 voitures. Il a détruit une poubelle et des remorques de bateaux. Le matériel urbain a souffert. Il a pulvérisé plusieurs choses. Il était très agressif. Et rien ni personne n'est à l'abri. Si jamais il attrapait cette personne, par exemple, il lui infligerait des blessures qui peuvent être très importantes, jusqu'à même lui couper un membre et partir avec. Fort heureusement pour la population locale, cet animal ne possède pas la rapidité comme première qualité. C'est un phoque, donc il a plutôt tendance à ramper sur le sol, par rapport à, par exemple, une otarie qui, elle, marche et court aussi vite qu'un homme sur un terre-plein. Ici, c'est un animal qui, malgré tout, va avoir des difficultés à attraper une éventuelle proie qui pourrait être parmi ses habitants du village. Épuisé, à bout de force, l'animal est désormais dans l'incapacité de nuire. Ils n'ont pas besoin d'eau pour respirer, puisque c'est un mammifère qui respire avec des poumons, et il peut très bien rester pendant plusieurs heures comme ça sur un parking, sans risquer quoi que ce soit pour sa santé. Néanmoins, pas question de laisser cette bête sur le pavé. Aussi, après avoir été aidé et guidé par les habitants, notre éléphant de mer regagnera son élément naturel. Dernier petit conseil, si vous passez un jour par Gisborne, en Nouvelle-Zélande, attention à l'endroit où vous garerez votre voiture. Un incendie s'est déclaré au 2e étage de ce vieil immeuble situé en plein centre-ville à Montréal, au Canada. À l'origine du sinistre, un banal accident domestique. Un enfant laissé sans surveillance pendant quelques minutes aurait joué avec une boîte d'allumettes et aurait mis le feu au salon familial. Arrivés sur place, les secours constatent avec soulagement que tous les résidents ont eu le temps de quitter les lieux et qu'il n'y a plus personne à l'intérieur. Aussitôt, ils déploient leurs lances et commencent à éteindre les flammes qui ravagent de plus en plus l'édifice. Mais alors que les pompiers pensaient enfin toucher au but, un pan entier de la façade s'écroule soudainement. Les hommes qui se trouvaient à proximité ont heureusement pu échapper à la catastrophe. Ils se relèvent instantanément et constatent que le feu a redoublé d'intensité. Tout est à recommencer, sauf que désormais, il n'y a plus aucun espoir de sauver le bâtiment. Le capitaine Daniel Pohu explique aux journalistes la cause de cet effondrement. Tout s'est très vite embrasé, car à l'intérieur, les cloisons étaient en bois. Le feu a tout ravagé et ça s'est écroulé. L'immeuble a été entièrement détruit et les dégâts matériels ont été considérables, mais heureusement, l'incendie n'a fait aucune victime. Tous les amateurs de sport extrême aux 4 coins du monde se sont un jour essayés au saut à l'élastique.
Le saut à l'élastique existe depuis une douzaine d'années. Aujourd'hui, on peut le pratiquer à partir de viaducs, à partir de grues. On peut faire du saut à partir de montgolfières et d'hélicoptères. Bien évidemment, ce sport est strictement encadré, rien n'est laissé au hasard. Tout est fait pour assurer une sécurité maximale. Il y en a qui éprouvent du plaisir, d'autres de la peur. Enfin, le but, c'est quand même de s'amuser et d'avoir une frayeur en toute sécurité. Et c'est ainsi que les candidats au frisson sont équipés en conséquence. On est attaché à 3 endroits différents. Généralement, on saute par les pieds, donc on est attaché à la jambe gauche, à la jambe droite, et en plus, on a une 3e sécurité qui est reliée à un harnais. Chaque attache résiste à 2 tonnes d'œufs. Autre mesure de précaution obligatoire, veiller à la résistance et à la longueur de l'élastique. Tout élastique neuf doit faire l'objet d'un test avec un lest de minimum 80 kg. Ensuite, on peut éventuellement nous sauter pour voir comment l'élastique réagit. Quand on saute, on approche maximum à 4-5 mètres du sol, quoi. C'est vraiment notre limite, on ne veut pas descendre plus bas. On est vraiment là pour s'amuser, se faire peur, mais pas prendre de risques bêtement. Eric, lui, le risque il adore, c'est un véritable casse-cou. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a décidé de sauter de ce pont avec un tout nouvel élastique de sa propre fabrication. Un premier saut qui aurait bien pu être le dernier. Sauter comme ça, sans faire d'essai avec des poids avant, c'est vraiment de l'inconscience, quoi. On ne peut pas commencer à sauter comme ça du jour au lendemain d'un pont sans connaître vraiment la réaction, la hauteur exacte. En effet, Eric n'a jamais testé son élastique qui, pour l'occasion, était donc trop long. Après s'être écrasé sur les rochers, l'élastique retendu le projette sous le pont. Émoi et angoisse parmi ses copains. Dans quel état est-il ? Ma tête a percuté assez violemment. J'ai été assommé l'espace d'une seconde. L'élastique aurait été plus long de 10 cm, je crois qu'il ne s'en serait pas sorti. Il aurait sauté par les pieds, il aurait eu 1 mètre de plus au niveau de sa taille. Par conséquent, ça aurait été la tête la première qui aurait frappé. Et c'est pourtant bien ce qui a failli se produire. Regardez les images dans leur continuité. Eric voulait initialement sauter la tête la première. Fort heureusement, il change d'avis et c'est sûrement ce qui lui a sauvé la vie. J'ai changé ma façon de sauter pour ce saut. D'habitude, je fais un saut de l'ange, mais là, j'ai voulu sauter dos au vide. J'ai eu de la chance sur ce coup-là. Eric a donc fini son saut sur les rochers, un saut formellement interdit en France. Aujourd'hui, en France, personne ne peut aller faire du saut à l'élastique avec des copains en prenant un ouvrage et aller faire du saut à l'élastique. Déjà, c'est interdit puisqu'il faut avoir les autorisations préfectorales, municipales. En plus, il faut respecter les normes de sécurité qui sont draconiennes. Eric n'a absolument pas été traumatisé par son saut manqué. La preuve, quelques minutes à peine après son choc, Eric était de nouveau au sommet, prêt pour un nouveau délire. Mike Muscat est un inconditionnel de base jump. Il a déjà plus de 100 sauts à son actif. Depuis plusieurs années, il a totalement abandonné le parachutisme traditionnel pour cette discipline plus extrême. Il prétend que le fait de ne pas avoir le droit à l'erreur décuple les sensations. Aujourd'hui, il s'apprête à sauter d'une falaise haute de 140 mètres, une falaise surnommée la pierre tombale. Il se jette dans le vide, ouvre sa voile sans problème, mais soudain, c'est la catastrophe. Mike percute les rochers à plusieurs reprises avant de s'immobiliser. David Noon, l'ami qui le filmait, se souvient. Je me suis dit, il est mort. Cette fois, c'est terminé. Sans même couper sa caméra, David se précipite et découvre Mike, vivant mais grièvement blessé. J'ai vraiment eu une chance incroyable de m'en sortir aussi bien, malgré de multiples fractures. Et le base jumper ne veut pas rester sur cet échec. Il compte bien retenter ce saut au même endroit. Exceptionnel au cœur de ce petit village. L'objet de la curiosité des habitants à cette heure matinale, une mouette clouée sur le crucifix de cette église. Une des ailes du malheureux oiseau s'est accrochée à un clou fixé sur la croix. Impossible pour quiconque de lui venir en aide. Seuls les pompiers et leurs grandes échelles peuvent accéder au sommet de l'édifice. Mais en manœuvrant pour s'approcher, ils enlisent leur camion dans le terrain sablonneux qui entoure l'église.
Un incident qui retarde le sauvetage de la mouette, mais grâce à l'aide des badauds, le véhicule est dégagé et la grande échelle déployée. L'un des pompiers commence à gravir les échelons, filmé par les villageois ravis de ce remue-ménage inhabituel. Prudent, le sauveteur a enfilé des gants qui lui permettent d'échapper au coup de bec de l'oiseau terrorisé. Encouragé par les applaudissements des enfants témoins de la scène, l'homme redescend fièrement. Ultime vérification, la mouette n'est pas blessée. Elle va pouvoir retrouver la liberté. Quelques secondes plus tard, elle prend enfin son envol. Nous sommes à Cape Girardeau County, dans le Missouri. Les pompiers ont été appelés en pleine nuit pour venir en aide à Johnny Simons. Cet adolescent âgé de 15 ans pêchait avec des amis lorsqu'il s'est aventuré sur une partie de la berge au sol détrempé. À leur arrivée, les secours l'ont découvert prisonnier de la boue jusqu'aux épaules. On lui a tout de suite dit qu'il ne fallait pas qu'il se laisse aller au désespoir et qu'il devait nous parler sans arrêt, que c'était la seule façon pour lui de ne pas sombrer. La température est glaciale et cela fait désormais plus de 5 heures que Johnny est immergé dans la fange. Une situation tellement extrême que les pompiers craignent que l'adolescent n'y résiste pas. Après avoir creusé profondément pour dégager les jambes de Johnny, les sauveteurs glissent sous lui une planche pour éviter qu'il ne s'enfonce davantage. Malgré l'inertie du garçon, ils parviennent au prix de multiples efforts à le dégager totalement. Il est sauvé, mais son état nécessite des soins de toute urgence. Il est immédiatement évacué par hélicoptère vers l'hôpital de la ville. 2 semaines plus tard, Johnny nous raconte cette terrible épreuve. C'était exactement ici que je me trouvais. Ça ne me semblait pas très profond et brutalement, je me suis enfoncé jusqu'au genou puis jusqu'au cou et là je ne pouvais plus bouger. J'ai bien cru que c'était fini car en plus il faisait terriblement froid. Johnny sera éternellement reconnaissant envers ses sauveteurs. Une fois rétabli, sa première visite a été pour eux. Nous sommes au large des côtes australiennes. Ici, au fond des eaux, reposent des dizaines de navires. C'est en fait un cimetière marin. Un cimetière qui doit accueillir aujourd'hui ce bâtiment-là. C'est une opération d'océanisation. Une opération d'océanisation consiste à faire couler un bâtiment en haute mer. On océanise un bâtiment lorsqu'il ne sert plus à rien, qu'il ne peut plus naviguer. En France, on ne pratique pas l'océanisation des bâtiments. On les parque tous dans un cimetière. Sinon, on découpe également ces bâtiments pour après reverser les métaux à des ferrailleurs. Par souci de préservation de l'environnement, à Brest, comme dans aucune base marine française, on n'a jamais recours à l'océanisation. En revanche, cette pratique est extrêmement répandue en Océanie. La façon la plus facile de couler un bateau, c'est tout simplement de placer des charges sous la coque du bateau pour pouvoir effectuer des trous dans la coque et qu'ensuite l'eau pénètre par ces trous et coule le bateau. Et c'est ce que fait depuis plus de 25 ans cet homme, Lex Gordon. Le danger de travailler avec des explosifs est important. Une mauvaise manœuvre et vous êtes en 1000 morceaux. Si l'explosif est bien placé, avec moins de 100 kg d'explosifs, on peut obtenir de très bons résultats. Gordon et ses hommes ont donc décidé de placer ces pins de plastique au milieu du bâtiment, des pins reliés entre eux. Entre les différentes charges plastiques, il y a un petit relais d'explosifs qui va faire en sorte que toutes les charges vont démarrer simultanément. Drapeau rouge, les charges sont désormais posées. Tout est prêt, les embarcations aux abords sont priées de s'éloigner, l'explosion est imminente. Dernière vérification, dernier réglage, les artificiers consultent une ultime fois la procédure de détonation, lorsque tout à coup... C'est une mise à feu accidentelle qui a occasionné une explosion prématurée. En effet, contre toute attente, alors que le compte à rebours final n'a pas été enclenché, l'explosion a lieu. L'explosion est déclenchée alors qu'il y a encore des artificiers à bord. Donc là, c'est pas du tout prévu dans les règles de sécurité. C'est inconcevable d'avoir quelqu'un à bord. À bord, sur le pont, des artificiers surpris et pris au piège.
Ce qui a pu provoquer l'explosion, c'est soit une mauvaise programmation du retard, qui fait que le retard est trop court et que la charge explose avant même qu'on ait voulu qu'elle explose. Ou alors c'est tout simplement une erreur de manipulation avec l'explosif qui était un petit peu peut-être défectueux. Je savais qu'on avait commis une erreur. J'avais mal. J'étais très choqué. Nous avons vraiment eu beaucoup de chance de nous en sortir. C'est manifeste, au vu de ces images, l'explosion est d'une rare violence. Elle projette même dans les airs Lex Gordon. La charge est en dessous. Ensuite, il y a l'onde de choc due à l'explosion qui va se propager et qui va donc faire soulever un panneau métallique qui va ensuite projeter l'homme dans les airs. Il y avait un risque que Lex meure, car il ne pouvait presque pas bouger et le bateau coulait très vite. Lex est sévèrement touché, blessé aux jambes, il est incapable du moindre mouvement. Mais il y a urgence, le navire s'enfonce irrémédiablement. Un bateau comme ça peut mettre de 5 à une demi-heure pour couler. En fait, quand je dis de 5 minutes à une demi-heure, il faut bien sûr prévoir le cas 5 minutes. Alors, pas question de tergiverser. Lex, qui a les 2 jambes brisées, a maintenant retrouvé l'énergie suffisante pour évacuer comme il le peut le navire perdu. Lex est le seul à avoir été blessé lors de l'explosion. Les explosifs sont très puissants et on aurait pu s'attendre à ce que toute l'équipe d'artificiers soit accidentée, voire mort. Secouru puis évacué, Lex a finalement été conduit à l'hôpital où après quelques jours de soins, il ressortira sur des béquilles. Quant au bateau, il a coulé en moins de 7 minutes. 7 minutes qui auraient bien pu être les dernières de Lex et de ses confrères artificiers. Nous sommes à Hansbury Park dans le New Jersey où 60 cyclistes amateurs s'affrontent dans une compétition locale. Un spectateur filme le passage du peloton, baisse sa caméra pour un réglage, la relève quand soudain... Ismaël Reyes, le numéro 305, a violemment chuté. Emporté par son élan et emmêlé dans son vélo, il a parcouru plusieurs mètres en glissant sur le bitume. Il reste allongé sur le sol à la grande inquiétude des témoins de l'accident. Malgré son casque de protection, Ismaël est blessé à la tête et saigne abondamment. De profondes entailles couvrent également son bras, mais ses jambes sont indemnes. Il parvient enfin à se relever avec l'aide de son frère qui a réussi à le rejoindre. Plusieurs mois après, il se souvient de cette course maudite. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est dans quel état est mon vélo. Et je ne comprenais pas pourquoi mon frère me disait de rester tranquille. Je ne réalisais pas l'importance de mes blessures. Si je n'avais pas eu mon casque, elles auraient été beaucoup plus graves. Je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. 15 jours douloureux et 30 points de suture n'ont pas découragé Ismaël. Sa passion pour le cyclisme est la plus forte et il a déjà repris l'entraînement. Nous sommes au-dessus de la Floride, dans les airs 36 amateurs de sensations fortes qui pratiquent la voile contact, une des disciplines du parachutisme. Aujourd'hui, ils tentent un record. Là, l'objet de ce type de record, c'est d'avoir le plus grand nombre de personnes accrochées, prédéfinies dans un schéma et dans une figure bien établie auparavant, puisque ça doit être validé par des juges. Et ces juges vont aujourd'hui noter la figure à exécuter, le diamant. C'est une forme de losange parfait, donc à 4 minimum évidemment. Le record actuel est une composite de diamants, c'est-à-dire que ce n'est pas le losange parfait, ça en a la forme au moins au début, ensuite ça fait un peu des dents de scie, et donc il est actuellement à 53 parachutistes. À 4500 mètres de hauteur, les parachutistes se mettent en formation. Dans ce genre de figure, il faut faire très attention à ce que vos lignes ne s'en mêlent pas. Et justement, Rick a beau craindre ce genre de contact. Regardez ce qui lui arrive quelques instants à peine après qu'il se soit positionné au-dessus d'un de ses partenaires. J'ai pensé que je pouvais me dégager et me rétablir. Mais c'est là que j'ai entraîné 3 copains avec moi sur le côté gauche de la formation. Les incidents dans ce genre de figure en voile contact peuvent avoir plusieurs sources. Soit une rentrée très peu adéquate d'un des parachutistes, une voile qui se dégonfle, ça peut être dû à un phénomène aérologique, un problème de vent, une turbulence qui survient à un moment donné du vol et qui fait qu'une des voiles se dégonfle. Impossible d'être formel sur l'origine ou le responsable de l'incident. Toujours est-il que Rick est emmêlé dans les suspens de 2 autres parachutistes qui l'entraînent à plus de 100 à l'heure vers une issue fatale. Quand vous assistez à une chose pareille,
vous vous sentez impuissant. Je n'avais jamais rien vu de si terrifiant en 14 années de parachutisme. Ils étaient 3, ils ne sont plus que 2. L'un des parachutistes a réussi à se dégager. On tourne à 360 degrés. On se percute, puis on tourne encore. Terrifiant corps à corps, un ballet exécuté dans les airs qui terrorise les 2 parachutistes. Ils ont une vitesse verticale très importante qui ne permet absolument pas de se poser dans des bonnes conditions. Qui plus est avec des mouvements un petit peu désynchronisés et qui ne sont pas à même de contrôler. Donc il faut vite se sortir ce tas de chiffons. Je me disais, mon Dieu, il faut que ça s'arrête et vite. Il faut se séparer pour les raisons de sécurité vers 1200 ou 1500 mètres. Et nous y sommes depuis bien longtemps maintenant. Autant dire que la situation est critique. Ceux qui sont soumis au problème, soit peuvent se séparer et regonfler chacun dans leur coin leur voile, soit ne le peuvent pas. Et c'est l'étape ultime avec ce qu'on appelle la libération dans notre jargon, c'est-à-dire c'est un peu le siège éjectable du pilote de chasse. On se sépare de sa voile et on repart dans un coin de ciel bleu pour ouvrir son parachute de secours. Et c'est le deuxième cas qui se produit. Le partenaire de Rick décide de couper les cordes de sa voile principale. On a ce qu'on appelle un jack, un couteau du nom de Jack l'éventreur, qui permet de détruire, de couper des sangles. C'est vraiment la phase ultime avant de sortir son parachute de secours. Rick est désormais libéré de ses partenaires. Il est donc urgent de se séparer des voiles, trop abîmées pour assurer la descente. Il se saisit à son tour de son couteau et se prépare au grand vide. À ce moment-là, il n'était plus qu'à quelques secondes du sol. Il a vraiment eu chaud. Pour pouvoir mettre en œuvre une procédure de secours et surtout sa dernière phase, c'est-à-dire l'ouverture du parachute de secours, il est clair qu'il faut une certaine hauteur. Cette hauteur, elle est à peu près de 400 ou 500 mètres. Elle peut être plus basse et on peut avoir la chance, mais après on joue tellement sur un facteur chance et sur un coup de poker qu'il ne faut pas jouer avec ça. Rick n'est pas très loin de cette hauteur. Il a tout juste le temps d'ouvrir son parachute de secours avant de se poser idéalement. Du début à la fin de cet incident, les protagonistes ont maîtrisé à la perfection la situation. Non seulement les procédures de sécurité sont très strictes, mais en plus elles sont systématiquement répétées, martelées dans les esprits pour qu'en fait au moment où éventuellement il y a un risque d'incident et voire d'accident, eh bien la personne, le parachutiste, soit complètement conditionné par les gestes qui vont lui permettre de se mettre en sécurité et de sauver sa vie. Et c'est pour cette raison que Rick, qui pratique le parachute depuis 19 ans et qui compte des milliers de sauts, n'a pas hésité quelques jours après cette folle descente à s'envoyer de nouveau en l'air. Montserrat, une petite île de rêve découverte il y a plus de 500 ans par Christophe Colomb et surnommée en raison de sa beauté l'île d'Émeraude. Bordée par les eaux turquoises de la mer des Antilles, ce paradis est habité par près de 12 000 habitants. Mais au mois de juillet 1995, le volcan de la Soufrière, que tout le monde croyait éteint, donne les premiers signes d'activité. De mémoire d'homme, il n'avait jamais grondé, et pourtant, depuis quelques jours, toutes les 10 à 12 heures, avec la régularité d'un métronome, il crache d'énormes nuages de cendres. Filmé par l'un des habitants de la capitale, Plymouth, vous pouvez voir la gigantesque chape grise envahir dangereusement les rues de la ville et se répandre sur des dizaines de kilomètres. Un spectacle terrifiant qui se reproduira pendant des mois jusqu'à l'évacuation de la quasi-totalité de la population en avril 1996. Un peu plus d'un an après, l'île a été presque entièrement détruite par une terrible éruption. Le paradis tropical est devenu un enfer. Tempête au sud de la Californie. Filmé par un vidéaste amateur, d'énormes vagues s'abattent sur les maisons du front de mer. Ces bungalows en bois ont été construits il y a plus de 20 ans par des particuliers qui en ont fait leur résidence secondaire. Ces derniers essaient de protéger leurs biens en condamnant les ouvertures avec des planches et en entassant des sacs de sable sur leur perron. En vain. La demeure de Marie Buckley n'a pas résisté à l'assaut des déferlantes. Une immense frayeur pour la vieille dame, un véritable désastre qui ne l'empêche pas de garder le sourire. J'étais en train de faire le café et j'ai entendu un énorme bruit. J'ai levé la tête et j'ai vu de l'eau traverser le mur. Tout a été détruit en quelques secondes.
La vague a été immense et mon living a été totalement inondé sans que je puisse faire quoi que ce soit. Juste après, les voisins de Marie l'ont aidé à sauver tous ses souvenirs. J'ai tout de suite mis à l'abri ce que j'ai de plus précieux, mes photos et mes vidéos familiales, là où sont tous mes enfants. C'était la première fois que cette plage tranquille subissait une telle tempête. Son origine, les conséquences du phénomène El Niño. Une équipe de secours vient de répondre à un appel de détresse provenant des falaises du Mont Portal. Cela fait près d'1 heure que Michelle Doon est dans cette situation difficile, suspendue par les cheveux à plusieurs mètres du sol. Alors qu'elle effectue une descente en rappel, la jeune fille a glissé et s'est mise à tournoyer dans le vide. Sa chevelure s'est alors enroulée autour de la corde. Grâce à l'aide de son ami, elle a pu se stabiliser, mais il lui est impossible de démêler le nœud qui la retient prisonnière. Très vite, les pompiers élaborent un plan de sauvetage. L'un d'entre eux est un adepte de l'escalade, c'est donc lui qui va devoir délivrer Michelle. Rassurée par la présence et les paroles des sauveteurs, cette dernière semble plus sereine. Elle sait désormais que ce cauchemar est bientôt terminé. Parvenu au sommet, l'homme, guidé par ses confrères, entame tout doucement sa descente. Quelques secondes plus tard, il se positionne aux côtés de la jeune fille. Avec d'infinies précautions, il commence alors à sectionner avec son couteau les mèches douloureuses. Cette fois, Michelle est enfin libre. Plus que quelques mètres, et elle pourra retrouver avec soulagement ses amis et la terre ferme. Ce labrador se débat désespérément dans une eau très froide. Il se promenait sur un lac gelé lorsque la couche de glace a cédé sous son poids. Nicole Luce se lance courageusement au secours de l'animal. Sécurisée par une corde et allongée sur une planche, elle arrive à se rapprocher de lui. Il se débattait, il griffait la glace sans parvenir à l'accrocher et à sortir de l'eau. Et pourtant, c'est seul que le labrador réussit finalement à prendre appui sur un morceau de bois que Nicole lui avait lancé auparavant. Mais la jeune femme est pour beaucoup dans cet ultime effort, car elle n'a jamais cessé de l'encourager. Il était à quelques mètres de moi et me suppliait du regard. Je ne l'ai pas quitté des yeux un seul instant. Je lui disais « Vas-y, tu peux le faire, grimpe là-dessus » et il y est arrivé. Très vite, le chien saute sur le refuge de Nicole et il ne reste plus aux autres témoins qu'à ramener la planche vers la berge. Il va falloir désormais réchauffer l'animal et sa bienfaitrice. J'ai été moi aussi mouillée, je grelottais. Mes parents étaient affolés et ils craignaient pour ma santé. Je n'ai même pas pu faire un câlin au chien. C'est pour cette raison que la propriétaire de Chacha, Karen Robinson, accompagnée de son fils, est venue rendre visite à Nicole dès le lendemain. Je tenais vraiment à la remercier de vive voix pour tout ce qu'elle a fait. Je lui en suis très reconnaissante car grâce à elle, ma chienne est à nouveau à la maison. Et apparemment, Chacha n'a pas oublié son sauveur. Il n'y a qu'à regarder combien elle lui fait la fête. Cet adepte de course automobile s'appelle John Clark Gable. Il n'est autre que le fils de l'inoubliable acteur américain Clark Gable, lui-même passionné par la vitesse et les belles cylindrées. Un père qu'il n'a pourtant jamais connu car il a disparu 4 mois avant sa naissance. Aujourd'hui, John participe à un rallye organisé dans le sud de la Californie. Un rallye durant lequel les concurrents affrontent des pistes difficiles parsemées d'embûches. Sous l'objectif de la caméra d'un journaliste sportif, leurs dérapages sont parfois impressionnants. C'est maintenant la voiture pilotée par John qui surgit à l'horizon. Lancé à pleine vitesse, le pilote semble parfaitement maîtriser son 4x4 quand soudain... On roulait à près de 160 km à l'heure. J'ai dit à mon coéquipier de s'accrocher car j'ai senti qu'il allait se passer quelque chose à cet endroit. J'étais couvert d'hématomes et j'ai eu mal à la nuque pendant 3 semaines. Ce sont les freins qui ont lâché et qui ont causé cette embardée spectaculaire, mais fort heureusement, sans graves conséquences. On a eu une sacrée peur. Cet impressionnant alligator est dans une situation difficile. Un pneu de vélo enserre son cou et le condamne à brève échéance à mourir de faim. Cette scène est filmée dans une réserve naturelle du Costa Rica. Les hommes chargés de sa surveillance ont rapidement repéré le saurien en détresse.
La principale difficulté pour eux, c'est de l'approcher. Victor Pinadi, l'un des gardes, pénètre dans l'eau et l'appâte avec une carcasse de poulet. L'animal se précipite sur cette proie facile et permet ainsi à Victor de lui passer un nœud coulant autour de la gueule. Mais il faut maintenant l'immobiliser pour pouvoir le libérer. 2 autres gardes viennent à la rescousse car l'animal furieux se débat et ses assauts peuvent se révéler dangereux. Pendant que 2 des hommes le maintiennent fermement à l'aide de la corde, Victor Pinadi parvient à chevaucher le saurien. Ce dernier, affaibli par sa mésaventure, n'offre plus guère de résistance. Le garde se saisit d'un couteau et d'une main experte sectionne le pneu. Il ne restera plus désormais qu'à faire glisser le nœud coulant et l'alligator pourra à nouveau retourner à la chasse.